Au début de l'année 1959, 10 alpinistes, 8 hommes et 2 femmes décidèrent de gravir le versant est du mont Kholat-Syakhl, qui se trouve en Russie, appelé anciennement URSS. Avant de partir, l'un des alpinistes, Louri Efimovitch Loudine, a eu la chance de tomber malade. Il est le seul rescapé de cette randonnée. Le but de l'expédition était d'atteindre Otorten, une montagne située à 10 km de là. Le 25 janvier, ils arrivent en train à Ivdel, une ville située au centre de l'oblast de Sverdlovsk. Ils prennent un camion jusqu'à Vidjaï, c'est le dernier village du nord de l'oblast. Le 27 janvier, ils commencent à marcher en direction d'Otorten. Le jour suivant, l'un des membres du groupe, Louri Loudine, doit renoncer à continuer l'expédition pour cause de maladie. Le groupe compte donc maintenant 9 personnes. Le 1er février, les randonneurs commencent à traverser le col. Ils pensent camper la nuit suivante de l'autre côté, mais les conditions météorologiques se désagrègent. Il y a à présent un fort blizzard, une faible visibilité. Ils s'égarent et dévient vers l'ouest et vont en direction du Kholat-Syakhl. Ils se rendirent compte de leur changement de direction et décidèrent de s'arrêter et de camper sur le flanc de la montagne. Le soir du 2 février, ils sont donc à 10 km de Torten et ils y installent leur campement. Il s'agit là d'une décision étrange. Il y a à 1 km une forêt qui permettrait un meilleur abri. Il n'y aurait donc pas de peur de couler de neige, ni même pas de problème lié à la neige, mis à part le froid. Les enquêteurs pensent que le chef de l'expédition, Igor Alexeïevitch Dyatlov, ne voulait pas perdre cette courte distance, ou qu'il voulait s'entraîner à camper en pente pour l'exercice. Dyatlov devait envoyer un télégramme à leur club sportif dès leur retour à Vidjaï, au plus tard le 12 février. Malgré l'absence de ce message, personne n'a pris peur, car c'est assez courant pour ce genre d'expédition. 8 jours plus tard, les familles des randonneurs ont commencé à prendre peur. Ils demandèrent au président de l'Institut Polytechnique d'organiser une équipe de secours, constituée d'étudiants et de professeurs. C'est le 20 février qu'ils arrivèrent. Quelques jours plus tard, l'armée et la police le rejoindront, avec des avions et des hélicoptères. Le 26 février, l'équipe de secours trouve la tente des 9 randonneurs. Ils voient que la tente est gravement endommagée. Elle est découpée de l'intérieur. Les chaussures et le matériel des randonneurs sont toujours dans la tente. Donc ça veut dire qu'ils sont pieds nus ou alors en chaussettes, dans un froid difficilement supportable, entre -20 et -35 degrés. Mais alors qu'est-ce qui a bien pu leur faire si peur que ça? Il faut vraiment être terrifié pour quitter le seul point safe qu'ils ont à des kilomètres. Alors à partir de là, ils se dispersent quasiment tous. Il y en a 2 qui vont courir jusqu'à 1500 mètres au nord-est, mais après 500 mètres, les traces sont couvertes par la neige. Donc là, l'équipe de secours arrive jusqu'à un grand pin, c'est un grand arbre. Ils trouvent alors les restes d'un feu et le corps de Krivonischenko et Dorochenko. Ils sont sans chaussettes, uniquement avec leurs sous-vêtements. Puis, entre l'arbre et le camp abandonné, ils trouvent aussi 2 autres corps, celui de Dyatlov et celui de Kolmogorova. Selon la position de leur corps, ils essayaient de rejoindre leur tente, leur camp, et ils ont été retrouvés séparément à 300 et 630 mètres du pin. Quelques semaines plus tard, le 5 mars, on retrouve le corps de Slobodin. Il est retrouvé au même endroit où se trouvaient Dyatlov et Kolmogorova, entre le camp abandonné à 480 mètres du pin. Il aurait aussi tenté de rejoindre le camp. 2 mois plus tard, le 4 mai, on retrouve les 4 corps restants, celui de Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotaryov. Ils étaient ensevelis sous 4 mètres de neige dans un ravin. Ils étaient déjà mieux vêtus que les autres, mais ils ne portaient pas leurs vêtements à eux. Dans la précipitation, ils ont dû prendre des vêtements au hasard qui étaient dans la tente. Ces 4-là ont eu une mort très violente. Dubinina a eu 10 côtes cassées, sa langue et ses yeux ont disparu. Semyon Zolotaryov a eu 5 côtes cassées et ses yeux ont disparu de leurs orbites. Et enfin, Nikolai Thibaut Brignol a eu le crâne fracturé. Pour les 5 premiers corps retrouvés, l'examen médical ne trouve pas de blessures pouvant causer la mort. La conclusion est donc qu'ils sont morts d'hypothermie. Pourtant, Slobodin présente une petite fêlure sur le crâne, qui n'est probablement pas une blessure mortelle. Krivonischenko a des blessures à la jambe et une morsure à la main. Il se l'est faite lui-même. La peau qu'il a arrachée est toujours dans sa bouche. Dyatlov a des écorchures autour des chevilles et une entaille à la paume. Pourtant, l'examen des 4 autres corps retrouvés présente d'autres blessures plus étranges, des blessures mortelles. Thibaut Brignol présente de multiples fractures sur le côté de son crâne. Dubinina et Zolotaryov ont des côtes brisées et ont tous 2 subi une hémorragie interne.
De plus, leur globe oculaire était manquant. Quant à Kolevatov, il avait le nez cassé et le cou déformé, mais il est quand même mort d'hypothermie, comme les 5 premiers randonneurs. Ce qui est étrange, c'est que les corps ne présentent pas de blessures externes, correspondant aux fractures relevées, comme s'ils avaient été soumis à une très haute tension. Le corps de Dubinina est celui qui présente le plus de blessures externes. Ses yeux sont manquants, une partie de ses lèvres aussi, et un bout du tissu facial et un fragment de son crâne de même. Pour le corps de Zolotaryov, il est retrouvé avec le visage très abîmé. Il ne peut même pas être identifié par sa famille. Alors que de base il n'avait aucun tatouage, maintenant il est retrouvé avec des symboles sur les mains. D'après certains chercheurs, il serait entré dans un épisode que l'on appelle déshabillage paradoxal. Cela peut arriver pendant une hypothermie moyenne à sévère, ce qui s'exprime par une agressivité accrue et une désorientation, ainsi qu'une sensation de chaleur. Le docteur Boris Vozrojdeny déclare que les blessures mortelles sur 3 des corps ne peuvent pas être causées par un autre humain, car la force portée des coups était tellement grande qu'elle était similaire à l'impact d'une voiture lors d'un accident. En définitive, l'affaire se conclut assez vite, et la conclusion est que tous les membres sont morts d'une force irrésistible inconnue. Ajoutons à cela que les vêtements qu'ils portaient à la fin étaient très irradiés. Je sais pas vous, mais moi c'est la première fois que je vois ça dans un rapport sérieux en plus. Donc qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Maintenant reparlons des faits étranges. La couleur de leurs cheveux avait été décolorée en gris. L'une des randonneuses, Zinaida Kolmogorova, a eu la langue tranchée. Le plus terrible, c'est qu'elle se faisait trancher la langue pendant qu'elle était encore en vie, car pendant l'autopsie, on a retrouvé beaucoup de sang dans son estomac, signe qu'elle était encore en vie. On a aussi retrouvé des traces de radioactivité sur plusieurs habits et sur plusieurs corps. D'autant plus troublant que tous les corps ont été inhumés dans des cercueils en métal, notamment en zinc, ce qui est assez rare. C'est souvent utilisé quand il y a des dégagements de radiation. De plus, les cercueils ont été scellés. Les familles n'ont pas pu voir les dépouilles, ce qui a été un drame de plus pour eux. La raison donnée par les autorités était qu'ils étaient trop choquants à voir. Les Mansis, c'est une tribu locale qui d'ailleurs a nommé le mont Kholat Syakhl, qui veut dire montagne morte. Donc ils craignent cet endroit, c'est pour eux un endroit maudit. Après cette affaire, les autorités ont interdit l'accès au mont Kholat pendant 3 ans. Les années passèrent et cette histoire se fit oublier. Jusqu'en 1967. Le journaliste russe Yuri Yarovoy, qui faisait partie de l'équipe de secours en 1959, sort un roman intitulé « De la plus grande complexité ». Selon certains collègues, les autorités ont censuré les premières versions écrites par le journaliste, et celle retenue est bien moins sombre que les 2 autres. En 1980, on le retrouvera mort dans un accident de voiture, dans des conditions assez étranges, et toutes ces archives, ces photographies et ces autres documents depuis lors sont introuvables. En 1990, l'ère soviétique se termine, et des dossiers top secrets sont déclassifiés, dont l'affaire du col Dyatlov. Malheureusement, ce dossier ne contient que ce que nous connaissons déjà. Maintenant parlons des hypothèses. Qu'est-ce qui aurait pu terrifier les randonneurs au point qu'ils quittent leur campement sans même avoir pris leurs vêtements? Certains parlent d'avalanche, sauf qu'il n'y a aucune trace d'avalanche. Donc non, cette thèse est impossible. D'autres parlent de coulée de neige, sauf que c'est très peu probable, car les piquets à l'entrée de la tente n'ont pas été renversés ni déplacés. D'autres affirment avoir vu des sphères oranges dans le ciel. D'ailleurs, la dernière image prise par le groupe semble montrer des sphères oranges, mais c'est interprétable comme on le veut. L'image n'a pas vraiment de sens. Et d'après d'autres personnes, il s'agirait d'infrasons créés par la montagne, mais il s'agit plus de théorie qu'autre chose. Une telle chose n'a jamais été vérifiable. Il y en a d'autres qui disent que c'est le Yeti, parce que dans les photos qu'on a retrouvées dans l'appareil photo, on voit une forme humanoïde qui ressemble pas vraiment à un humain. Du coup, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une blague? Et dans le carnet d'une des victimes, on retrouve la phrase « Maintenant, nous savons que l'homme des neiges existe ». D'ailleurs, d'après une des légendes de Mansis, il y aurait des êtres appelés Denvis qui viendraient d'une civilisation disparue après un déluge. Mais bon, ça reste une légende. Et je pense que si les randonneurs avaient vraiment vu un Yeti, ils auraient fait demi-tour directement. Ça semble logique. La thèse la plus populaire pour expliquer ce qui se serait passé, c'est la thèse de l'expérience militaire. Mais certains éléments ne vont pas dans ce sens. Premièrement, lors des expériences russes militaires, ils délimitaient une zone et ne laissaient entrer personne sous aucun prétexte. Deuxièmement, il n'y aurait eu aucun avantage à faire ça ce jour-là, car les conditions météorologiques étaient très mauvaises. On n'y voyait rien, donc
impossibilité de filmer ces expériences ou d'avoir de bons résultats, à moins de voir le matin ce qui s'est passé. Mais bon, dans les expériences, on veut voir ce qui se passe au moment T. Mais on peut toujours imaginer que l'armée ait eu connaissance de l'expédition du groupe de Dyatlov et qu'ils auraient voulu tester leur expérience sur eux, mais c'est quand même peu probable. C'était pas un groupe connu, ils venaient juste d'une école et c'était juste un projet comme ça. En plus, les dégâts qu'ils ont reçus, on n'a jamais revu ça. Des lampes coupées, de la radiation, les os brisés de l'intérieur, c'est comme s'ils étaient passés dans un four à micro-ondes alors qu'ils étaient dehors. En plus, les dossiers déclassifiés prouvent qu'ils ne savaient absolument rien de cette affaire. Ils n'avaient pas de raison de mentir vu qu'ils ne pensaient jamais dévoiler ce dossier à la population. Et pour finir, il reste l'hypothèse OVNI. Un groupe de randonneurs se trouvant à environ 50 km au sud de la montagne affirme avoir vu d'étranges fers orange au nord en direction du mont Kolat pendant la nuit de la mort des 9 personnes. Lev Yanov, chargé de l'enquête, relève des traces de radioactivité dans tout le campement. En février et mars 1959, il fait des observations de ces mêmes sphères dans le ciel. Lorsqu'il a mentionné avoir vu ces sphères à ses supérieurs, on lui a demandé de clore l'enquête. L'enquête a été réouverte en 2019, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé en février 1959. En 2013, un film a été réalisé par Rémi Harlin. Il s'intitule The Dyatlov Pass Incident. C'est un film found footage qui reprend la théorie comme quoi les militaires auraient fait le coup. Et ça y incorpore aussi l'expérience de Philadelphie qui n'a rien à voir. Pour terminer, l'explication qui semble la plus logique serait l'expérience militaire. La thèse militaire, j'ai quand même un peu du mal à y croire. Pourquoi ils auraient laissé les corps comme ça et pourquoi ils les auraient pas emmenés quelque part dans un endroit bien caché? Là, c'est à la vue de tous, c'est pas intelligent, je trouve. En plus, il y a des corps qui n'ont aucune trace de violence sur eux. Ils sont morts vraiment d'hypothermie. Bon, après, il reste les autres, ceux qui ont reçu des coups tellement violents qu'on aurait dit un percutement par une voiture. Mais bon, qu'est-ce qui a bien pu causer ça? On aimerait tous le savoir. Pareil, la thèse selon laquelle ce seraient des hommes qui les auraient tués, bah ça va pas. Ils sont dans la neige, dans la tempête, mais ils sont des hommes autant que les randonneurs. Ils auraient beaucoup trop de mal à le faire, enfin à monter tout ça. J'ai vraiment du mal à croire que ça a été fait par quelqu'un, ou par un groupe même. Donc pour moi ce n'est pas non plus les Mensis, la tribu locale qui a fait ça. Ils fuient tous cet endroit et ils ne l'aiment pas. Pour eux c'est vraiment la montagne de la mort. Donc pour moi il s'agit plus d'un phénomène paranormal, un truc qu'on ne peut pas encore expliquer. Je sais pas vraiment si c'est des ovnis ou quelque chose de tellement étrange qu'on ne connaît pas maintenant. Mais pour moi, il ne s'agit pas de quelque chose qui a été fait par l'homme. Il y en a aussi qui pensent que ce serait fait par Zolotaryov, parce que apparemment le corps retrouvé n'était pas le sien. Pourtant, on a fait une première analyse d'ADN du reste de cadavre qu'on a retrouvé. Au début, on a vu que c'était pas son ADN, enfin par rapport à sa nièce, mais la deuxième analyse prouve que si en fait. Donc c'était bien lui. Bon, j'arrête la vidéo ici. Dites-moi quelle est votre thèse, laquelle vous pensez. À la prochaine.